Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va continuer à parler des forces, sauf que cette fois-ci on va s'intéresser aux effets des forces sur les mouvements. Tout d'abord je vais vous expliquer un principe qui a été mis en évidence par Isaac Newton, encore lui. Selon les travaux d'Isaac Newton, il va falloir distinguer deux situations. La première situation, c'est une situation où l'objet que vous étudiez est soumis à plusieurs forces, et ces forces se compensent parfaitement. Dans ma situation actuelle, c'est justement le cas, je suis soumis à deux forces. Première force, le poids. C'est la force de gravitation exercée par la Terre, et donc c'est orienté vers le bas. Mais il y a aussi une deuxième force, d'intensité égale, c'est la réaction du sol. La réaction du sol, c'est orienté vers le haut, et c'est ce qui fait que je ne vais pas m'enfoncer sous terre jusqu'à aller au centre de la Terre. Donc une force vers le bas, une force vers le haut d'intensité égale, ça se compense parfaitement. Dans ce cas-là, le mouvement de l'objet n'est pas modifié. Donc voilà pourquoi je reste fixe, je peux faire des mouvements ici et là, mais globalement je ne bouge pas. Isaac Newton a aussi étudié le cas où il y a un déséquilibre des forces. Là par exemple, je pourrais très bien envisager de me remettre un coup ici à l'épaule, et vous pouvez constater que je suis naturellement dévié dans la direction du déséquilibre. Parce qu'en fait, dans cette situation, je suis soumis cette fois-ci à trois forces, toujours le poids, toujours la réaction du sol, qui sont censées se compenser, sauf que là, cette fois-ci, il y a une force qui là n'est pas compensée et qui va de ce côté-là. Donc voilà pourquoi je suis dévié. Donc essayez de retenir ces idées-là. Quand il y a un équilibre des forces, le mouvement de l'objet n'est pas modifié. Quand il y a un déséquilibre des forces, le mouvement de l'objet est modifié dans le sens du déséquilibre. Étudions quelques exemples un peu plus concrets que celui-là pour bien comprendre ça. Tout d'abord, parlons du parachutisme. Au cours d'un saut en parachute, le parachutiste, globalement, il est soumis à deux forces. Le poids, c'est toujours la force de gravitation exercée par la Terre, et qui fait que le parachutiste est attiré vers le sol. Et puis il y a aussi les frottements de l'air. Vous avez une force vers le bas, et les frottements qui ont tendance à freiner la chute, qui eux sont orientés vers le haut. Dans la situation où le parachute n'est pas ouvert, il y a un gros déséquilibre des forces parce que le poids est largement supérieur aux forces de frottement. Donc c'est la force vers le bas qui l'emporte. Du coup, le parachutiste accélère pendant sa chute. Puis vient un moment où il va falloir forcément qu'il ralentisse dans la mesure où il va se rapprocher du sol, et donc c'est à ça que sert le parachute. Le parachute va permettre d'augmenter la surface de contact avec l'air, et du coup les forces de frottement vont devenir supérieures au poids. Si ça devient supérieur au poids, c'est la force vers le haut qui l'emporte, donc ça ne va pas accélérer la chute du parachutiste, ça va la freiner. Petite illustration avec un plan plus large pour que vous puissiez bien voir la différence sans avec parachute. Deuxième situation qu'on va étudier, c'est le décollage d'une fusée. Avant de vous parler de quoi que ce soit, je vais vous montrer un petit extrait vidéo d'un décollage de fusée. 5, 4, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to do research on the International Space Station. Houston now controlling. Atlantis begins its penultimate journey to shore up the International Space Station. Alors tout d'abord, une petite explication sur la manière dont la fusée est propulsée. Pour cela, ça exploite un autre principe, le principe d'action-réaction. Quand on dit action-réaction, ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où il y a une action exercée sur un objet, cet objet va forcément réagir en retour avec une force de la même intensité et de sens opposé. Vous n'avez pas très bien compris ce principe ? Je vous explique ça tout de suite avec un cas très concret, vous allez rapidement comprendre. Quand vous avez besoin de sauter en hauteur, que faites-vous ? Vous vous appuyez sur le sol pour pouvoir vous propulser. Le fait de s'appuyer sur le sol, ça représente une action. Et le sol va réagir en retour et vous propulser vers le haut. Ça, c'est la réaction du sol. Et bien pour une fusée, c'est à peu près le même principe. Sauf qu'en fait, il n'y a pas des pattes qui vont s'appuyer sur le sol et puis propulser la fusée jusqu'à ce qu'elle soit dans l'espace. En fait, cette propulsion, elle a lieu constamment, en tout cas sur la première phase du décollage, grâce à l'éjection de gaz vers le bas de la fusée. Les gaz éjectés vers le bas à toute vitesse vont exercer une force sur les molécules d'air situées en dessous de la fusée. Donc c'est une action exercée sur l'air, et l'air, en retour, va réagir en propulsant la fusée vers le haut. Alors maintenant, pour en revenir aux forces s'exerçant sur la fusée, globalement, pour faire très simple, on va dire qu'il y a trois forces qui s'exercent. Première force, le poids. Le poids, c'est toujours la force de gravitation exercée par la Terre, ça part du centre de gravité de la fusée et c'est orienté verticalement vers le bas. Il y a aussi les frottements dus à l'air. Ces frottements, ils sont aussi orientés vers le bas, ils ont tendance à freiner le décollage de la fusée. Donc ça veut dire qu'il y a déjà deux forces qui sont orientées verticalement vers le bas. L'idée, si on veut faire en sorte que la fusée soit en mesure de décoller, c'est de faire en sorte que la force de poussée qui part des réacteurs soit en mesure de compenser et même de dépasser largement le poids et les frottements combinés. Le dernier exemple qu'on va étudier, c'est un sport extrême qu'on appelle le wingsuit.
Alors je ne dispose pas des droits sur d'éventuelles vidéos de wingsuit, parce que je suis pas assez fou pour faire du wingsuit moi-même, donc je vous mets ici et ici 2 vidéos que je vous conseille de regarder parce que c'est très impressionnant. Si jamais ça marche pas, je vous mets les liens en description de la vidéo, en dessous. Le wingsuit, c'est une forme de parachutisme, mais un parachutisme vraiment extrême. Déjà, ceux qui font du wingsuit, ils ont une combinaison très particulière qui fait penser à un écureuil volant. Parce que l'idée, pour ceux qui font du wingsuit, ça va pas forcément être de faire la chute la plus rapide possible, ça va être de planer le plus souvent possible. Pour bien comprendre ce qui se passe au niveau des forces, on va faire le parallèle avec une navette spatiale. C'est la même chose pour un avion, mais je me suis dit que c'était un peu plus stylé de parler d'une navette spatiale. Sur la vidéo que vous pouvez voir maintenant, vous pouvez voir la phase d'atterrissage d'une navette spatiale. Cette navette spatiale, concrètement, elle est soumise à 4 forces. Il y a 2 forces verticales et 2 forces horizontales. Au niveau des forces verticales, il y a toujours le poids, ça on n'y échappe pas, donc orienté vers le bas. Et ce qui permet de compenser le poids, c'est la force de portance. C'est l'air situé en dessous de la navette spatiale ou de l'avion, si vous voulez faire simple, qui va avoir tendance à porter l'avion, comme son nom l'indique. Et donc c'est une force orientée vers le haut. Ces 2 forces, l'idée c'est de faire en sorte qu'elles se compensent. Au niveau des forces horizontales, vous avez une force de poussée qui est liée au fait qu'il y a des réacteurs. Et cette force de poussée, elle permet de compenser les frottements dus à l'air. C'est une force qu'on appelle la force de traînée. Ce qui permet aux navettes spatiales et aux avions de voler, c'est justement le fait que ces forces s'équilibrent. Du coup, le mouvement de l'objet n'est pas modifié. Si je vous parle des forces qui s'exercent sur une navette spatiale, c'est qu'il s'agit en fait des mêmes forces qui s'exercent sur quelqu'un qui fait du wingsuit. C'est un sport extrême qui se pratique en haute altitude, puisque celui qui fait du wingsuit part généralement de très haute altitude, puis il essaie de dévaler la pente en planant, mais c'est un sport extrêmement dangereux. On a l'impression que celui qui fait du wingsuit, il gère ça de façon extrêmement simple, mais en pratique, il a une maîtrise parfaite de tous ses gestes, parce qu'il suffit d'un faux mouvement pour qu'il y ait un déséquilibre des forces, et dans ce cas-là, il pourrait dévier et potentiellement heurter un rocher ou un arbre. J'espère que vous aurez compris qu'avec l'étude des forces, on peut comprendre assez facilement le mouvement des objets qui nous entourent. J'espère avoir été clair, n'hésitez pas à reconsulter si besoin cette vidéo pour bien tout comprendre. Je vous souhaite bon courage pour votre travail à la maison, et je vous dis à bientôt peut-être. Ciao!